Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver en ce beau week-end pour une nouvelle rencontre. Effectivement, j'ai été heureux d'apprendre que ma dernière vidéo sous format podcast portant sur la charte de l'Atlantique, qui était à vrai dire un essai et d'ailleurs dont je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, avait pu vous plaire. Étant donné vos retours qui m'ont tout à fait touché et dont je vous remercie au plus haut point. Donc, suite à cela, j'ai décidé de vous écouter et de vous proposer une suite à notre premier épisode de La Rencontre qui portera sur une affaire méconnue entre deux des plus grands hommes américains de l'époque. Mais trêve de suspense et commençons dès à présent notre nouveau moment ensemble. La Rencontre épisode numéro 2, l'opération Duck Hook. Alors notre histoire, elle commence en 1968, dans une petite université des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si ce nom vous parle, mais sait-on jamais, elle se nomme la Harvard University. Un homme donne un cours nommé Séminaire sur la politique de défense. Lors de ce tout dernier cours, un photographe du New York Times rentre dans la salle et demande à prendre une photographie. L'intervenant qui dirige le cours rétorque: «C'est excellent pour ma mégalomanie». Tout le monde s'esclave dans la salle, le photographe prend sa photo et cette dernière deviendra extrêmement célèbre. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver si vous la cherchez un peu sur internet. Cet homme, qui est un intervenant au sein de cette prestigieuse université, travaille aussi à un autre endroit, tout aussi renommé aux États-Unis, c'est bien évidemment la Maison Blanche. Vous l'aurez deviné, cet homme qui se tient en bas à droite de cette photographie, avec son attaché case, n'est autre qu'Henry Kissinger. À ce moment-là, Kissinger étant le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, bien que souriant devant ces caméras du New York Times, doit remettre ses préconisations à une personne concernant un sujet on ne peut plus délicat. Alors quel est ce sujet? Une vraie patate chaude, si vous me passez l'expression, c'est la guerre du Vietnam. Henry Kissinger a de grandes capacités, il est issu d'un parcours extrêmement respectable pour l'époque, connaît bien la diplomatie internationale et notamment les conflits armés. Bon, il a l'air taillé pour le poste. Mais là, mais là, c'est une personne à qui il doit rendre son rapport et cette personne n'est pas n'importe qui, étant donné qu'il est la première personne des États-Unis d'Amérique à ce moment-là. Je veux bien évidemment parler de Richard Nixon, président américain en poste. Bon, après de longues réflexions, Kissinger étudie en profondeur le dossier avec ses collaborateurs, bien évidemment, et il arrive dans le bureau ovale et propose plusieurs options, dont celle du retrait de toutes les troupes et de toutes les forces américaines sur le sol vietnamien. Richard Nixon réfléchit et donne sa réponse. C'est un bon document, mais l'option qui m'intéresse n'y figure pas. Ah là là, on doit revoir tous les plans et c'est alors que Richard Nixon et son entourage ont une idée, l'idée de faire plier le Nord-Vietnam par la menace d'une escalade majeure. Imaginez les États-Unis d'Amérique, la première puissance nucléaire de l'époque, qui affirme qu'elle peut réduire son adversaire à l'état de poussière si elle en a juste l'envie. C'est une épée de Damoclès qu'on regarde de très près dans tout le monde entier, si vous voyez ce que je veux dire, que ce soit au Vietnam ou dans tous les autres pays. D'ailleurs, ça a été le cas de la France à ce moment-là. Bon, Richard Nixon veut faire rentrer la guerre du Vietnam dans une autre ère, vous l'avez compris. Avant lui, le président Johnson avait lancé une offensive avec troupes et matériel américain envoyés sur le pays côtier de l'Asie. Mais là, Richard Nixon veut passer un cap. Il veut intensifier l'offensive, quitte à remédier à l'arme nucléaire. C'est d'une violence sans nom. Le président américain veut donc faire passer le mot et faire croire qu'il est complètement fou, incontrôlable et aussi qu'il a le doigt sur le fameux bouton rouge de la Maison Blanche, prêt à appuyer à n'importe quel moment pour frapper le Vietnam en son sein. On fait un bond à la fin de l'été 1969, si vous le voulez bien. La situation au Vietnam est plus que jamais figée et on décide d'un commun accord entre Nixon et Kissinger. Ce commun accord,
il se base sur le fait d'entreprendre un plan d'escalade dramatique de la guerre. Alors, on commence à réfléchir, à mettre sur papier des idées pour imposer la force au Vietnam et enfin faire plier une fois pour toutes les Nord-Vietnamiens et cette guerre qui n'a que trop duré. Oui, pourquoi je dis que cette guerre n'a que trop duré? Car l'opinion publique commence et pour tout vous dire, est déjà depuis un moment dans la rue pour s'opposer à cette guerre qui tue les enfants de son pays, de sa nation, pour une cause dont on ne connaissait même pas les tenants et les aboutissants à l'époque. Pour vous dire, au sommet de la guerre, c'est environ 300 jeunes hommes américains qui meurent chaque semaine dans des conditions inimaginables, atroces, au sein de cet enfer du Vietnam. Donc à la Maison Blanche, il est grand temps de prendre ses responsabilités. Le 20 juillet 1969, on met sur pied cette fameuse opération du nom de Duck Hook. Vous m'avez vu venir. Alors pourquoi ce nom, me diriez-vous? Soi-disant, cela viendrait d'un terme de golf où on frapperait la balle vers la gauche. Alors la raison de ce terme nous échappe encore, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, me diriez-vous. Ce qui nous intéresse, en effet, c'est plutôt ce qui réside au sein de cette opération. En quoi elle consiste, cette opération, en fait, cette opération Duck Hook? L'idée primordiale de cette opération créée par Kissinger et son équipe était de frapper le Vietnam extrêmement fort, le plus fort possible, en faisant un nombre de victimes ô combien élevé, afin de terroriser les dirigeants nord-vietnamiens, tout en espérant qu'ils cèdent au vu des dégâts et des pertes humaines causées par cette opération. L'opération est mise sur papier, mais il faut la peaufiner et la réétudier. Donc, suite à cela, un groupe de travail a été constitué par ce même Kissinger, excusez-moi, connu sous le nom de groupe de septembre. Les ordres étaient très clairs et ils étaient donnés par Kissinger lui-même. Et il affirmait: «Je refuse de croire qu'une puissance de quatrième ordre comme le Vietnam du Nord n'a pas de point de rupture. On travaille jour et nuit et on élabore un assaut particulièrement punitif contre le Vietnam du Nord avec des détails militaires et des offensives, il faut le dire, détaillées à la virgule et au chiffre près.» Pour vous dire, une ébauche de cette opération prévoyait même un bombardement des digues autour de la rivière Rouge au Vietnam du Nord, l'utilisation d'armes nucléaires ou encore l'entrée des troupes américaines au Cambodge ou au Laos. Ce qui pouvait amener à des finalités autant dévastatrices sur le plan humain, ne faisant pas de distinction entre civils et militaires, c'est la réalité des faits, que sur un plan diplomatique, en violant la souveraineté de plusieurs pays. Bon, vous l'aurez compris, c'est une funeste ode à la violence qu'on tape à la machine à écrire concernant cette opération Duck Hook. Pour l'instant, on laisse cet embrasement de la guerre du Vietnam dans un secrétaire de la Maison-Blanche. Seules quelques personnes au sein du gouvernement connaissent cette dure réalité, qui est dure littéralement, qui est en train de se mettre sur pied et bien évidemment, inutile de vous dire que cette information doit rester en vase clos et ne doit s'ébruiter sous aucun prétexte. Au point que nous en sommes, je suis bien obligé de vous préciser, à vous auditeurs, la réalité des faits qui semble tout bonnement hallucinante. On prévoit de tuer littéralement des centaines de milliers de personnes et de créer une escalade nucléaire à travers toutes les puissances du monde entier. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'à ce moment-là, le Nord-Vietnam est soutenu, enfin soutenu, c'est un euphémisme, mais il est quand même soutenu par la Chine communiste de l'époque, qui elle-même entretient une certaine collaboration avec la seconde puissance nucléaire de l'époque, qui n'est autre que l'URSS. Donc, si à ce moment-là de l'histoire, on voulait donner un coup de pied dans la fourmilière et réduire à néant tout espoir de paix mondiale, l'opération Duck Hook tombait à point nommé, c'était le Graal. En fait, pour vous donner une idée d'une certaine perception que pouvaient avoir Nixon et Kissinger sur le conflit du Vietnam, évidemment sans rentrer, dans une analyse psychologique des 2 hommes, leur perception et leur maître mot était d'avoir des résultats. C'était leur travail. La fin justifiait les moyens et c'était un conflit qui se déroulait à l'autre bout du monde.
dont le terme de realpolitik qui a été créé, dans ces années-là par ce même Kissinger. Et tout cela, bien tristement, passé après l'ampleur du coup humain au Vietnam, qu'il soit américain ou vietnamien d'ailleurs. Mais il y a un mais dans cette histoire qui va peut-être changer la face du monde. De l'autre côté du miroir, toujours dans la ville de Washington DC, dans un bureau qui lutte contre la guerre du Vietnam, on s'affaire pour que toute évolution de la guerre ne connaisse pas de suite. Alors ça ne date pas d'hier, ça a été depuis le début de la guerre du Vietnam. On travaille tôt le matin et on repart tard le soir, des fois jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin. Et ce bureau, cette réunion de personnes qui lie d'ailleurs toutes les organisations anti-vietnamiennes à sa cause, on le nomme le moratoire. Et un jour, c'est un grand gaillard de la campagne qui vient taper à la porte du moratoire. Il se présente comme étant le stagiaire du sénateur Fulbright. Et il dit qu'il veut aider le moratoire. Bon, je pense que ce jeune homme, vous le connaissez certainement, car il deviendra 42e président des États-Unis d'Amérique quelques années plus tard. Et cette personne, ce jeune homme, ce n'est autre que Bill Clinton lui-même. Et à ce qu'il paraît, ses ambitions présidentielles sautaient déjà aux yeux à l'époque. Par la suite, un nombre de députés et de sénateurs suivent le moratoire, avec l'appui du sénateur Fulbright et de Bill Clinton, et de tous les membres du moratoire, ne les oublions pas, et il demande un retrait immédiat des troupes au Vietnam. Un député dit que ce n'est pas réaliste et un membre du moratoire lui répond: «Au contraire, c'est très facile. On les met sur des bateaux et dans des avions et on les ramène à la maison». Si c'était aussi simple. Cependant, Nixon dit en conférence de presse, en parlant du moratoire, quand on lui pose la question: «En aucun cas, je ne les laisserai m'affecter». À ce moment-là, c'est la goutte de trop. Le moratoire saisit l'occasion au vol et met immédiatement sur pied une conférence de presse et affirme: «Nous avons l'intention de bâtir un mouvement qui rendra impératif le retrait des États-Unis du Vietnam». Ce pied de nez à Richard Nixon fait la une du Washington Post et d'autres grands journaux du pays. Alors, petit à petit, on voit l'escalade militaire de l'opération Duck Hook qui s'ébruite. Et oui, elle s'ébruite petit à petit de la Maison Blanche et arrive dans le cercle public. C'est un tollé auprès de l'opinion publique, est-ce que j'ai besoin de vous le préciser? Et en particulier du moratoire, qui a pris de l'ampleur depuis les récents faits, rappelez-vous. Finalement, Richard Nixon cède et ne déploie pas l'opération Tuck Hook, par crainte que l'opinion américaine ne cautionne pas l'escalade militaire. Cette même escalade militaire qu'il avait en tête et que le conflit vietnamien ne vienne s'étendre jusque dans les foyers américains. Ces tristes manifestes seront profondément enterrés et jetés aux oubliettes, même si cela ne sera pas la fin du conflit vietnamien. Voilà, nous venons de partager ensemble une page d'histoire. J'espère que ce court récit dont je me fais l'humble transmetteur vous aura plu. Comme j'aime à le rappeler, vous êtes les meilleurs juges et les meilleurs conseillers en ce qui concerne la suite de la chaîne, donc je reste à l'affût de vos commentaires afin de savoir si cette vidéo vous aura plu. De plus, si tel est le cas, bien évidemment, je vous invite à aimer et à partager la vidéo pour faire connaître cette histoire sans doute trop souvent méconnue, et aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouveaux contenus qui suivront. En vous souhaitant une très bonne continuation, tout en vous disant à un prochain épisode de La Rencontre. Portez-vous bien.